Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, Télé Tchad est toujours ici au palais de 15 janvier. Nous sommes ici pour la poursuite des travaux du dialogue national inclusif et souverain. Toutes les sensibilités socio-professionnelles sont représentées ici à ces assises, à l'exemple des autorités traditionnelles, pour débattre ainsi du rôle et de la contribution des acteurs dans cette grande messe. Nous recevons comme invité Mahamat Nour Tchogou. Il est chef de canton Soumaraï dans la Tangilé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes participant au dialogue national inclusif et souverain. Alors dites-nous, quelle est votre réaction depuis que vous avez commencé à suivre ces débats depuis le 20 août 2022 jusqu'à nos jours? Merci. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un droit de vous remercier pour me donner cette opportunité. Et en tant que participant au dialogue national inclusif et souverain, je voudrais dire que tout au début de ce dialogue, les Tchadiens sont en train de faire un exercice, c'est celui de se parler entre eux pour la refondation d'un Tchad nouveau. Parce que nul n'ignorait dans ce pays que nous avons beaucoup souffert. On en a souffert de beaucoup de maux, de la guerre, de la mauvaise gouvernance et surtout de la précarité qui sévit dans les milieux ruraux et tout ça. Donc franchement, depuis l'avènement du décès du maréchal, les militaires qui ont pris ce courage de prendre la destinée du pays en main ont bien voulu initier ce dialogue pour que les Tchadiens se retrouvent, ils parlent entre eux, ils se réconcilient pour jeter le nouveau fondement pour le développement de notre pays. Voilà, et je trouve que les gens sont en train de parler à cœur ouvert. Il n'y a pas de sujet tabou. Tout au début du dialogue jusqu'à aujourd'hui, ce que je constate, il n'y a pas un sujet tabou. Les gens sont en train de parler sincèrement. Et j'ose espérer que si cet élan continue jusqu'au bout, je crois qu'il y aura quelque chose de nouveau pour ce pays. Oui, vous en tant qu'autorité traditionnelle, quelle serait donc son importance pour vous, ces assises? En tant qu'autorité traditionnelle de ce pays, l'importance de ce dialogue est qu'on clarifie la participation du chef traditionnel au sein de la population tchadienne. Parce que après les événements de 79 que nos parents ont connus, il y a eu un peu de confusion dans le rôle que jouent les autorités traditionnelles dans ces pays. Alors, ces dialogues, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises pour que le chef traditionnel joue pleinement son rôle au sein de la société tchadienne. Les chefs traditionnels, de par leurs prérogatives, qui sont des garants des us et coutumes, ils sont au premier plan pour l'harmonie, pour le développement, pour la paix dans ces pays. Donc je crois que ce dialogue pourra donner franchement beaucoup d'atouts aux chefs traditionnels dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'administration, parce que entre-temps on était considérés comme des simples auxiliaires de l'administration. Pendant le règne du maréchal, on est passé de collaborateurs de l'administration, et aujourd'hui on est en train de voir que les chefs traditionnels, on peut lui confier encore d'autres pouvoirs que ça, parce qu'il est au centre d'intérêt. Il est la croix de transmission entre l'administration et la population à la base. Donc il joue un rôle très important dont le dialogue devait lui accorder une place de choix. Mais est-ce que réellement, comme vous l'avez suggéré, vous voulez que le dialogue définisse au moins, apporte au moins une certaine lumière sur le rôle que doit jouer l'autorité traditionnelle? Alors, quel est le point d'ombre qui existe entre l'autorité traditionnelle et l'autorité administrative qui crée quelquefois des soucis? Les difficultés résident dans la gestion pratique de la chose. Prenons par exemple le cas
de conciliation qu'on fait sur le terrain. Nous, quand il y a un conflit au sein de la communauté, au sein de la population, on essaie de faire la conciliation entre les deux parties. Cette conciliation est sanctionnée par un procès verbal qu'on dresse et on donne aux parties et on envoie à nos hiérarchies telles que le sous-préfet et aussi à la justice. Des fois, ce PV de conciliation n'est pas pris en compte par les acteurs administratifs tels que la justice, aussi encore bien l'administration. Parce qu'il se trouve au niveau de l'administration, nous avons des difficultés avec certains administrateurs, un secret pour personne. Il y a des administrateurs qu'on nous envoie, ils ne sont pas à la hauteur de la compréhension de certaines choses. Alors là, c'est un problème majeur quand nous avons des administrateurs qui ne sont pas des énarques. Un chef traditionnel, c'est une autorité morale et qu'on doit quand même un certain nombre de considérations. Mais de nos jours, vous conviendrez avec moi que de par certains conflits, le conflit éleveur-agriculteur qui sévit, qui est ces dernières années, ces conflits fait couler beaucoup de sang. Les chefs traditionnels se retrouvent en difficulté devant ces conflits éleveurs-agriculteurs. Mais il arrive des fois où on dit que ce sont ces chefs traditionnels qui sont à l'origine de ces conflits. Parce qu'on a vu des chefs traditionnels qui, quelquefois, mettent à la disposition ou bien font louer les terres cultivables à des éleveurs. Oui, l'œuvre humaine, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je ne dirais pas que c'est que ce que vous dites, les chefs traditionnels de par tout le pays, il y aura peut-être des brebis galeux qui s'adonnent à ces genres de pratiques, mais en réalité, d'une manière générale, les chefs traditionnels, ils contribuent plutôt à l'encadrement de la population. Ils contribuent à l'encadrement de la population, mais il faut aussi savoir que ces conflits est à plusieurs origines. L'augmentation même de la population tchadienne est aussi source de ce conflit. Et l'augmentation aussi du cheptel bovin est aussi source de ce conflit. Et les gens, ils ne cherchent pas au fond pourquoi ce conflit est arrivé et pour jeter à tort et à travers la responsabilité sur les chefs traditionnels. Mais le chef traditionnel en tant que tel, il n'a pas d'intérêt pour que sa population meure, ça pour des simples questions de vente de terre et autres, pour le sang coule, le sang des Tchadiens coule. Alors je vais vous dire que il y a de nouveaux éleveurs aussi. De nouveaux éleveurs, des éleveurs qu'on connaissait entre-temps, que je vais vous le nommer les éleveurs traditionnels, qui ils ont hérité l'élevage de leurs grands-parents, de leurs pères. Ils ne vont jamais s'adonner à ce genre de pratiques. Ça c'est les éleveurs traditionnels. Ça, c'est des éleveurs traditionnels. La nouvelle espèce maintenant. Les nouvelles espèces des éleveurs, ce sont des éleveurs autorités administratives et autorités militaires. Vous faites allusion auxquelles? Nous faisons allusion aux gouverneurs, aux préfets, comme les gens, aux généraux qui deviennent de nos jours des éleveurs, aux commandants de brigade. C'est eux qui ont maintenant des bœufs et qui confient simplement la gestion, ou bien ils donnent à la main des boviers qui gardent les bœufs, ils leur donnent un certain nombre de garanties. Qui sont là, que c'est des bœufs et puis par l'ignorance, ces boviers-là sont ignorants. Ils ne comprennent pas que ni un gouverneur, ni un général n'est au-dessus de la loi. Donc, pour lui, sachant que c'est un bœuf qui lui a été confié par un général ou bien un gouverneur, que c'est déjà les bœufs du patron, donc il peut fouler à pied tout ce qui est devant lui et rien ne peut lui arriver. Voilà, comme ça, deux fois, le conflit, il est né. Alors nous éprouvons pas mal de difficultés sur le terrain. Et là seulement, ça, c'est qu'on aborde là, ça c'est dans un aspect purement encore des cheptels comme bovins. Mais ces derniers temps, prenons le cas du sud du pays, nous avons des centaines et des centaines de têtes de chameaux qui arrivent. Et
tête de chameau qui arrive, c'est pas avec... parce que quand on dit chef de férique ou bien on dit férique, c'est toute une organisation qui regroupe des hommes et des femmes et des enfants. Mais maintenant, ces nouveaux éleveurs avec les dromadaires qui arrivent, ce sont simplement des jeunes garçons. Et il y en a qui sont à moins de la majorité qui conduisent ces bœufs et ils sont de surcroît armés. Ils ont des armes de guerre et un chef traditionnel de nos jours, tu es à main vide, tu n'as même pas un bâton pour te défendre même. Qu'est-ce que tu pourras faire devant ces genres de personnes armées avec les armes de guerre? Vous avez eu à soulever le problème au niveau de ce dialogue national inclusif et souverain. Mais quel élément de réponse le dialogue national? Est-ce qu'il y a eu des engagements et des résolutions pris dans ce sens pour permettre à ces deux communautés-là de vivre en paix? Oui, il y a pas mal des initiatives qui sont en train d'être faites de par les différentes thématiques. Les gens sont en train de parler, demander le désarmement, demander aussi que tous nos généraux, nos autorités administratives qui gèrent une autorité quelconque puissent ne pas être éleveurs et autorités en même temps. Ça, c'est ce que les gens sont en train de demander, des résolutions qui sont en train d'être prises au sein de ces dialogues. Et ces genres de résolutions vont contribuer significativement à résoudre ces problèmes de conflits éleveurs-agriculteurs. Oui, autre chose, monsieur le chef de canton, il arrive des fois où on assiste à l'implication de certains cadres qui tirent les ficelles à partir de N'Djamena, à distance, mais vous mettant par exemple en conflit. Est-ce que vous vivez aussi les mêmes cas? Ces genres de pratiques, c'est vrai, ça existe. Parce que là, sur le terrain, avec les moyens de communication, les téléphonies, les WhatsApp, les Internet et puis tout ça, la population, maintenant, ils sont à côté de toi, mais ils peuvent parler à une distance très très importante où on leur communique un certain nombre de choses, ou si tu n'es pas vigilant, il va y avoir un certain nombre de problèmes qui pourra te dépasser au niveau local. Des fois, on arrive à leur dire, quand les troupeaux dévastent les champs, il ne faut pas répondre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de nous saisir. Nous avons la possibilité de poursuivre celui qui a dépassé votre champ. Mais en répondant, vous allez, des fois, si vous répondez avec violence, peut-être vous blessez votre partenaire, vous allez soit perdre votre champ, qui serait plus... complètement dévasté. Voilà, dévasté, mais on va s'occuper plutôt d'abord chercher à guérir celui que vous l'avez blessé. Donc là, c'est pas une bonne approche. C'est ce qu'on conseille aux gens naturellement sur le terrain. Mais des fois, il nous arrive que les orientations viennent d'ailleurs. Alors là, il se peut que si les orientations viennent d'ailleurs, on nous met en difficulté un peu pour cerner tout ce qu'on est en train de faire pour la cohabitation pacifique de la population sur le terrain. Oui, monsieur le chef de canton, on a parlé ici de conflits agriculteurs-éleveurs et de l'implication de certains cadres qui tirent les ficelles à distance. Mais en parlant par exemple de la politique, l'on constate généralement que certaines autorités traditionnelles sont profondément impliquées dans les affaires politiques. Est-ce que réellement le rôle, le travail d'un chef de canton, c'est d'être un acteur politique? À cette question précise, je vais franchement vous dire que la politique, normalement... C'est ce qui tue la chefferie traditionnelle. Oui, c'est ce qui tue la chefferie traditionnelle, mais la chefferie traditionnelle a sa raison de venir faire la politique. Parce que là, aujourd'hui, si tu ne fais pas la politique elle-même, elle va te faire. Oui, on sait que la politique n'a que deux alternatives. Voilà. Donc, vous savez, pour demander à la chefferie traditionnelle de rester au-dessus de la mêlée, c'est de la dépolitiser. Il ne faut pas, par exemple, une chefferie traditionnelle qui est avant l'arrivée des Blancs, par exemple, avant la colonisation. Cette chefferie traditionnelle, une décision dans le cadre de la succession dont je voudrais parler. Oui. Voilà.
Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, il y a certains chefs traditionnels qui perdent leur pouvoir par des voies de marchandage, de la corruption et autres. Donc, mais est-ce que dans ça, on sait que c'est un héritage de génération en génération. Est-ce que vous avez besoin de faire la politique pour conserver votre trône? Oui, on n'a pas besoin de faire la politique. Et c'est comme ça qu'on vous dit? Mais oui, pas absolument ça. Non, mais c'est dire, on vous oblige à faire la politique. Non, on ne nous oblige pas. Mais chacun, le pouvoir a besoin d'être conservé. Chacun veut conserver son pouvoir. Et après les événements de 79, la chefferie a connu pas mal de mutations. C'est ça. Et là, vous êtes conscient de cette situation. Donc, certaines familles, pour conserver leur chefferie, il faut faire avec celui qui est au pouvoir. Très bien. Naturellement. Ça, c'est ça, je suis pas hypocrite, je vous le dis clairement. Parce que sinon, la politique, elle se mêle, tu n'es pas de tel parti, tu as soutenu tel, et que pour un oui ou pour un non, un sous-préfet prend une décision pour te sanctionner. Raison pour laquelle, pour cette conférence, nous sommes en train de demander le Haut Conseil de chefferie traditionnelle qui doit s'occuper de la gestion de la chefferie. Comme ça va être les chefs entre eux-mêmes, ils sauront comment gérer la chefferie, même s'il y a des sanctions. Ces sanctions vont être cadrées dans le cadre purement traditionnel. Voilà, si vous voulez que la chefferie ne se mêle pas de la politique, il faut la débarrasser de certaines considérations politiques. Voilà, donc sinon, nous n'avons pas intérêt à faire de la politique. Un chef traditionnel, c'est une poubelle, il est pour tout le monde, tous les Tchadiens, de quelque bord que ce soit, tous les chefs de partis politiques, ils sont sur le même pied d'égalité, ils peuvent passer aisément dans ton canton et faire les activités politiques. Et que toi, tu te mets à l'écart pour simplement les recevoir et leur faciliter la tâche pour qu'ils mènent leur mission. Vous parlez ici de Haut Conseil de la chefferie traditionnelle. Quelle serait donc la mission de cette instance, cette institution qui va désormais s'occuper de la chefferie traditionnelle? Bon, la mission qui va être dévolue au Conseil de chefferie traditionnelle, c'est de gérer la chefferie d'une manière générale, chercher à gérer, chercher à encadrer les chefs, parce que nous n'avons pas que de droits seulement, nous n'avons aussi que de devoirs. Et pour votre information, les chefs traditionnels se sont dotés d'une charte de bonne conduite qui est déjà là et que tout est prévu dans cette charte. Donc nous voudrions que le Haut Conseil de chefs traditionnels au Tchad puisse s'occuper de la gestion de la chefferie en ce qui concerne la succession, le problème au sein de cette chefferie, le problème familial qu'il y en a. Et là, il faut que c'est le Haut Conseil des chefferies traditionnelles qui soit saisi et qui doit diligenter une enquête et elle peut encore donner une suite. Et comme ça, un mécanisme soit créé entre le Haut Conseil et le ministère de tutelle pour harmoniser tout ça. Mais laisser la sanction aux mains des administrateurs, vraiment, ça nous paraît très, très, très ambigu et ça met beaucoup de chefs en difficulté. Et vraiment, nous sommes en train de chercher à ce que, aux sorties de ces dialogues, que cette structure soit mise sur pied pour le bien-être. Parce que là, si les chefs sont restaurés dans leurs droits, c'est toute la population tchadienne qui va aspirer à une paix et à la cohabitation pacifique. Voilà, donc même le conflit éleveur-agriculteur, il suffit qu'il y ait une synergie d'action entre tous les chefs du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que même les généraux, les préfets et tout, parce qu'il n'y a pas un seul général qui n'appartient pas à un canton. Il n'y a pas un seul préfet qui n'appartient pas à un canton. Il n'y a pas un agriculteur qui n'appartient pas à un chef traditionnel et ni encore un éleveur. Donc, tous ces mondes-là
un chef traditionnel peut les interpeller pour lui dire que vous êtes en train de ternir l'image de telle ethnie, et que voilà ce que vous faites avec telle communauté ne nous honore pas, on te demande de te ressaisir. On va trouver rapidement la solution que de perdre le temps à dire que voilà, les gens ne s'entendent pas et que c'est les chefs qui sont derrière ça. Oui, autre fait encore, monsieur le chef de canton de Soubray, vous avez évoqué ici le problème de succession. Ouais. Généralement, il y a de sérieux problèmes au niveau de la succession. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, ce qui se passe concrètement, je vous ai dit clairement que c'est la politique qui s'est mêlée. Mais sinon, la chefferie traditionnelle... Tout est assez clair. Tout est assez clair. Que dit la chefferie traditionnelle à propos de succession? Ce que dit la chefferie traditionnelle à propos de la succession, à l'absence, et quand j'ai dit l'absence ici, c'est généralement le cas des décès. Dans certaines chefferies traditionnelles purement conservateurs, ce n'est qu'après le décès. Du vivant du chef, on ne le remplace pas. Mais vous allez peut-être me démontrer le contraire que il y a de cela 10 ans, 20 ans ici, il y a des chefs traditionnels qui sont remplacés de leur vivant par leur propre fils. Regarde, ça c'est un sérieux problème. Comment on peut remplacer un chef de son vivant par son propre fils? Là, il y a un ordre social qui est bouleversé. Donc normalement, ce que dit la chefferie, à l'absence du chef, il va y avoir un conseil de famille qui va procéder à la désignation du nouveau chef. Et entre-temps même, l'ancien chef qui serait peut-être décédé aurait déjà laissé un testament et que les membres de la famille se retrouvent quand même pour entériner la décision du défunt. Et puis voilà, d'une manière légale, la succession se fait. Mais de nos jours, il y a d'autres pratiques qui se passent pour dévier cette logique, et ça crée beaucoup de problèmes. C'est ce qui crée des problèmes. Oui. Mais autre fait, monsieur le chef de canton, il arrive des fois où il y a des chefs de canton qui sont pour la plupart ici à N'Djamena. Est-ce que réellement, c'est ça le travail des chefs de canton? Il est ici à N'Djamena alors que sa population... J'espère que vous n'êtes pas... Vous résidez ici à N'Djamena? Non, je ne réside pas ici à N'Djamena. Mais pour certains de vos collègues qui résident ici à N'Djamena? Oui, je vous ai dit, les chefs n'ont pas le courage de dire clairement à la société qu'ils sont en difficulté. Oui, c'est l'occasion maintenant de dire cette vérité-là. Dites-nous cette vérité-là. Quelle est cette vérité? Parce que là, la société, d'une manière générale, a commencé à manquer du respect aux chefs. Le chef n'est pas encouragé, le chef n'est pas encadré. Nous revenons à nos sources, à nos traditions. Parce que là, un chef, c'est le reflet de la communauté. C'est la communauté qui devait l'encadrer. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie, les gens ont rapidement tout abandonné pour dire que nous sommes en démocratie, et puis on laisse le chef se débrouiller seul. Et il est très difficile pour lui d'assurer certaines tâches qui sont un peu lourdes pour lui. Mais donc si vous les voyez se déplacer de gauche à droite... Non, mais avec résidence ici à N'Djamena. Bon, avec résidence ici à N'Djamena, peut-être que ceux qui sont ici à N'Djamena, ils sont des fonctionnaires, ils assurent une certaine fonction. Fonctionnaire, chef de canton, est-ce que c'est deux fonctions compatibles? Oui, la loi organique numéro 13 le reconnaît, qu'un chef traditionnel peut être envoyé en mission par les plus hautes autorités du pays. Là, la loi l'autorise. Quant à ces chefs de s'organiser, de mettre un représentant, et que ces représentants, ils le visitent. Je ne sais pas si chaque fin de mois, il faut que les chefs soient là-bas pour tout le week-end, pour quand même... parce que la gestion de la population, la gestion des ressources humaines n'est pas... Et non seulement les ressources humaines, la gestion d'une chefferie, c'est tout un ensemble. La terre, l'eau, la forêt, et même
les gens en déplacement et tout le monde. Donc, si le chef est absent, très longtemps absent dans la localité, ça va, quel que soit le représentant qui va être là, il ne va pas résoudre le problème comme si c'était le chef lui-même. Là, c'est connu, c'est une réalité. Surtout qu'on est dans une période de transition. Votre message à l'endroit de nos téléspectateurs, vos populations qui vous suivent depuis Soumraï. Oui, à l'égard de toute la population tchadienne, je leur demande qu'on abandonne nos haches de guerre pour faire la paix, pour que le pays se développe. Et je demande à la population de se pardonner, de se donner les mains pour le développement de notre pays, et surtout pour le conflit éleveur-agriculteur qui prend de l'ampleur. Il faut franchement l'implication de tout le monde pour que ce conflit arrête. Parce que le poumon de l'économie tchadienne était d'abord l'agriculture et l'élevage. Pour casser ces deux secteurs clés doit souffrir comme ça, c'est pas bon. Nous tenons vivement à vous remercier d'avoir répondu promptement à notre invitation. Merci. Alors, monsieur le chef de canton, espérons vous revoir encore ici. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Okay. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre entretien avec le chef de canton de Soumraï, Mahamad Nour Tchogou. Il est ici dans le cadre du dialogue national inclusif et souverain. Merci, au revoir.